dû remettre ceci faute de moyens de transport. Alors, la délégation au Haut Conseil se lance dans une mission, dans un travail. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, pardon. La délégation aux droits des femmes sur le genre. Nous avions mis dans la loi de 2014, la loi égalité entre les hommes et les femmes portée par Najat Vallaud-Belkacem, un amendement qui était d'ailleurs un amendement de Maud Olivier, qui est à mes côtés là, sur le fait que dans l'égalité femmes-hommes, nous devions favoriser les études de genre. Et nous souhaitions, en France, valoriser ces études. Je pense qu'il y a peut-être une méconnaissance du paysage français. Il y a eu un moment, vous allez nous dire si c'est exact ou pas, le sentiment qu'en France, on avait un peu de retard dans ce domaine, qu'on était moins avancé dans les recherches universitaires que d'autres pays. Donc peut-être a-t-on comblé ce retard, d'une part, et d'autre part, que c'est un paysage, mais c'est peut-être vrai de la recherche, un peu éparpillé, un peu fragmenté, et que même si certains ou certaines essaient de le présenter de manière lisible, on n'a pas une visibilité suffisante pour nous, et on voudrait mettre en valeur ces études de genre. Je pense qu'aujourd'hui, le terme s'est apaisé, tout au moins l'utilisation du terme s'est apaisée. Mais nous avons vécu des passages où, dans cette salle d'ailleurs, prononcer le mot genre provoquait quasiment une émeute. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on s'entend sur le terme et son usage. Enfin, nous, on en a toujours fait usage, on n'en a jamais. Au contraire, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on avait mis cet amendement dans la loi de 2014 pour pouvoir porter cette terminologie. Aujourd'hui, nous allons accueillir. Alors je le fais dans l'ordre où vous êtes assis. Monsieur Yves Rebaud, géographe, chargé de mission sur l'égalité femmes-hommes à l'Université de Bordeaux-Montaigne, mais membre du Haut Conseil à l'égalité. Sur un sujet qui nous intéresse particulièrement, qui est genre et espace public, ou les femmes dans l'espace public. La ville est-elle faite pour les femmes? Est-elle faite par des femmes? Est-elle faite pour les femmes? Et y a-t-il des évolutions, une interrogation, y a-t-il des évolutions récentes? Parce qu'on a le sentiment que d'abord ce sujet émerge vraiment et qu'il peut y avoir aujourd'hui des contraintes sur les femmes dans l'espace public, soit plus fortes, soit on en parle plus. C'est toujours un peu l'interrogation que nous pouvons avoir. Et puis Maud vous posera un certain nombre de questions. Je me permets de dire aux collègues que nous n'avons pas désigné de rapporteur pour cette mission sur le genre, ce rapport qui aura lieu sur le genre, mais que Maud s'est portée candidate. Comme on ne l'avait pas mis à l'ordre du jour de notre audition, on ne peut pas la désigner aujourd'hui, mais si vous en êtes d'accord, elle va commencer le travail. Nous respectons l'ordre démocratique. Si jamais vous aviez voulu contester son élection, porter au Conseil constitutionnel, tout ça, on aurait pu revenir sur cette désignation, mais nous procéderons formellement la semaine prochaine, la prochaine audition. Donc, peut-être monsieur d'abord Yves Rebaud, puis ensuite madame Christine Blage, qui est consultante en socio-ethnographie, cofondatrice et coordonnatrice de plateforme Genre et Ville sur le thème genre et espace public. Donc, vous êtes absolument dans notre sujet, au cœur de notre sujet. Donc, je pense que votre double voix ou votre audition à deux voix se complétera et nous permettra d'y voir plus clair. Je vais peut-être vous laisser la parole en entrée, et puis Maud posera des questions, avant que tu veuilles y rajouter. Merci Madame la Présidente. Juste un élément de contexte. Nous sommes en train de réfléchir sur des amendements au projet de loi égalité citoyenneté. Et donc, nous avons trouvé que c'était tout à fait opportun, en plus de cette question du genre sur laquelle nous souhaitons donc faire un rapport, que vous puissiez aussi nous apporter votre éclairage, puisque la place des femmes dans l'espace public est une question donc, qui pourrait peut-être nous amener à faire des amendements sur le projet de loi égalité citoyenneté. Donc voilà, vous êtes vraiment là à juste titre, indépendamment donc, du genre aussi sur ce projet de loi. Rebaud commence. Si ça marche, voilà, ça marche. Voilà. Vous remercier de cette invitation. J'ai dire également que j'ai commencé mes travaux sur le genre assez tard, après une vie professionnelle dans les métiers de la culture, de la formation et de l'emploi en milieu rural,
Madame Conchita-Lacoué connaît bien. Mes premiers travaux de recherche portaient sur les équipements et espaces publics destinés aux loisirs des jeunes. Je me suis intéressé dans les années 2000 aux lieux de répétition des musiques amplifiées, rock, rap, techno, reggae. Puis par extension à tout ce qu'on appelle les cultures urbaines, le graphe, le hip-hop, mais aussi les sports urbains tels que le skateboard et le BMX. Il m'est apparu assez rapidement que ces cultures, dont on disait qu'elles étaient l'expression des jeunes et des quartiers fragiles, étaient surtout déterminées par le sexe de leurs pratiquants, plus de 90% de garçons. Des études monographiques sur des lieux de répétition réalisées entre 2001 et 2005 portaient sur les modes de vie des jeunes musiciens, sur les textes de leurs chansons, sur l'organisation de leurs activités musicales. Et elles m'ont amené à faire le lien avec ce qu'on appelle les masculinités ou études masculines dans la littérature anglophone, qui est aussi une manière d'entrer sur les questions de genre, mais par la question des hommes et la question des garçons, et la construction de leurs identités. Le terme de maison des hommes vient assez bien caractériser ces lieux de production d'identité masculine, dont la culture est souvent teintée de sexisme et d'homophobie. La solidarité du groupe, la loyauté envers les leaders, le refoulement des émotions, l'utilisation du nous plutôt que du je, sont les qualités essentielles pour être acceptées par le groupe et réussir dans des projets collectifs et individuels. J'ai prolongé ce travail ensuite en étudiant les skateparks, les city-stades, entre 2005 et 2008. Ces équipements sportifs d'accès libre mis à disposition des jeunes, en réalité ce sont des jeunes garçons, ont pour but avoué de canaliser la violence des jeunes dans des activités positives. Il m'a semblé, à travers ces études, qu'ils fonctionnaient au contraire comme des écoles de garçons, produisant l'agressivité et la violence qu'ils sont censés combattre. En 2009, j'ai obtenu un financement de recherche plus conséquent de la part du Conseil régional d'Aquitaine, du Conseil général de la Gironde et de 3 mairies de la périphérie bordelaise, dont Floirac, pour mener une large enquête sur les inégalités filles-garçons dans les loisirs. Ce financement comprenait une bourse de doctorat. C'est dans ce cadre que j'ai dirigé la thèse d'Edith Marvejuls, dont vous connaissez peut-être les remarquables travaux sur les loisirs des jeunes et les cours de récréation. Alors, suite à ce travail, la communauté urbaine de Bordeaux, dirigée à l'époque par Vincent Feltès, m'a demandé de concevoir une étude sur les inégalités femmes-hommes dans l'espace public. Elle a été réalisée avec l'ethno-urbaniste Marie-Christine Bernard-Homme sous le nom de l'usage de la ville par le genre. J'ai également dirigé des travaux d'étudiantes et d'étudiants en master et thèse sur le vélo, la marche à pied, le harcèlement de rue, les mobilités des femmes victimes de violences, en essayant à chaque fois de relier ces problématiques entre elles, et pour comprendre la logique systémique qui continue de séparer les femmes et les hommes dans la ville, un espace public favorable aux hommes, les femmes étant souvent assignées aux espaces privés. Pour comprendre les mécanismes de cette ville égalitaire, j'ai effectué en 2012 une recherche sur une opération de participation nommée le Grenelle des mobilités. 6 mois pendant lesquels j'ai compté les femmes et les hommes dans la salle, à la tribune, j'ai noté et chronométré leurs temps de parole respectifs, ainsi que les thématiques abordées par les unes et les autres et la manière dont elles étaient perçues. Tous ces travaux sont à présent publiés. Ils ont été résumés récemment dans un petit livre appelé « La ville faite par et pour les hommes », qui était une commande du laboratoire de l'égalité que vous connaissez peut-être et de sa collection chez Belin, Égal à égal. Voilà brièvement les conclusions de ces travaux qui précèdent quelques préconisations. Concernant les espaces publics destinés aux loisirs des jeunes, je m'en tiendrai rapidement aux conclusions de la thèse d'Edith Marvejuls, qui ont été confirmées par la suite par les travaux de Magali Bakou à Toulouse et ceux réalisés dans d'autres villes, par exemple à Angers. Donc voilà quelques chiffres chocs. 75% des budgets publics destinés aux loisirs des jeunes profitent aux garçons, toutes activités confondues, même en intégrant de la danse au foot, en passant par la médiathèque, les centres de loisirs, les séjours de vacances, les écoles de musique. Donc là, on voit bien cette inégalité importante dans l'attribution des moyens. À partir de la 6e, c'était la principale découverte de la thèse d'Edith, à mon avis, les filles décrochent des activités de loisirs organisées, tandis que se met en place une offre spécifique destinée aux garçons, skatepark, city-stade, musique actuelle. Les loisirs non mixtes féminins sont moins subventionnés que ceux des garçons, à qui l'on attribue des équipements plus importants et plus chers, tels que stades, salles de musique actuelle, etc. Ce décrochage des filles, des loisirs, on leur en attribue parfois la responsabilité. Tous les entretiens que nous avons menés avec elles nous disent le contraire. Ce décrochage a des conséquences sur leur pratique de la ville, tandis que l'on confirme les garçons dans leur vocation à jouer et à occuper l'espace, y compris l'espace sonore avec une musique forte ou visuelle, tag et graphe. La pression sociale amène une grande majorité des filles à se retirer de ces espaces. Ainsi, dès l'adolescence, les rôles de genre sont définis dans l'espace public. La sociologue Isabelle Claire la résume à 2 injonctions. Ne pas être une pute pour une fille, ne pas être un PD pour un garçon. Les dispositifs publics de loisirs des jeunes ne font malheureusement que suivre cette loi d'airain, souvent en l'absence de conscience des enjeux de l'égalité chez les élus locaux et aussi de formation chez les animatrices et les animateurs. Nous montrons que ce formatage des identités sexuées détermine une lutte des places et des mobilités dont les hommes sont, dès leur plus jeune âge, les bénéficiaires.
Edith Marvejols et d'autres chercheuses ont montré le rôle du terrain de foot, matérialisé ou non, au centre de la cour de récréation. Occupé de façon permanente par des groupes de garçons, il configure une centralité masculine et une périphérie féminine que l'on retrouve chaque fois que l'on observe les positions des femmes et des hommes sur des lieux de la ville tels que places et placettes, bas d'immeubles, etc. Le sociologue du sport Philippe Lyotard analyse comment ces pratiques spatiales sont incorporées. Il montre par exemple comment les garçons, dès leur plus jeune âge, apprennent à percuter, les filles à éviter, ce que vous avez peut-être vécu sur les trottoirs de ville ou dans les couloirs de piscine. Dans l'étude de l'usage de la ville par le genre, nous retrouvons ces constantes des spatialités féminines et masculines, mais aussi les mécanismes qui tendent à les prolonger. Le travail de recherche que nous avons mené sur les garçons avec Sylvie Herral, auteure ou autrice de La Fabrice des garçons, montre que les insultes, les blagues, le harcèlement, les violences morales et physiques observées à l'école et dans les loisirs, mais aussi plus tard dans la ville ou au travail, ont une fonction systémique de ségrégation et de hiérarchisation des sexes au profit des hommes hétérosexuels dominants. Ce mode d'intimidation, qu'on se refuse souvent à identifier comme une violence sexuelle, prescrit les mobilités et les places des femmes dans la ville telles que nous les avons observées. Dans nos études, nous observons que les femmes ont moins d'emprise sur la ville que les hommes. Elles calculent leurs déplacements en fonction du lieu et de l'heure. Elles se déplacent d'un point à l'autre. Elles disent souvent se déplacer d'un point à l'autre, ni trop vite pour ne pas montrer qu'elles ont peur, ni trop lentement pour ne pas faire croire qu'elles cherchent. Elles évitent de stationner, montrent qu'elles sont occupées, etc. Les travaux réalisés par la méthode de groupe focus par Marie-Christine Bernard-Rome ou la sociologue Laetitia Franquet confirment cela. Il me faut souvent préciser, quand je présente ces travaux, que ceci n'est pas une opinion de notre part, mais le résultat de nombreuses enquêtes étonnamment semblables avec d'autres réalisées au Canada, en Belgique ou en Algérie, notamment par les travaux qui datent déjà d'il y a quelques années de l'architecte Nadia Redgel. La ville ludique, récréative, celle où l'on peut flâner, rêver à la terrasse d'un café, jouer aux boules ou au ballon, apparaît bien en filigrane comme une ville faite pour les hommes. La dernière de ces études, le Grenelle des mobilités, que j'ai réalisé récemment, montre que la ville est une affaire d'hommes aussi. Architectes, urbanistes, aménageurs, élus, ce sont eux qui proposent des innovations qu'ils appellent la ville durable, la ville inclusive, la slow city, la smart city, ville intelligente. Les travaux de sociologie et d'anthropologie sur l'entre-soi masculin des congrès d'urbanisme ou des opérations de participation montrent comment les questions qui portent sur le sentiment d'insécurité des femmes, sur les enfants, sur les personnes âgées ou handicapées, sont éludées ou traitées sur le mode de l'innovation technologique. Je vous renvoie pour cela au dossier Le genre, la ville que nous avons publié avec Nicole Moscolini et Marion Paoletti dans la revue Travail, genre, société. Dans votre commande pour cette audition, vous m'avez demandé de faire l'état des bonnes pratiques. Cette question me concerne en tant que membre au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, mais aussi en tant que vice-président du Conseil de développement durable de Bordeaux, le C2D. Avec le C2D, nous avons réalisé une démarche de participation citoyenne appelée Genre et Ville, dont vous pouvez trouver les résultats sur le site du C2D en ligne, et à laquelle avaient participé Chris Blash et l'association Genre et Ville du même nom. Donc c'était une coïncidence, mais parce que Genre et Ville, c'est tout un programme en soi. Je ne rappellerai pas ici, mais je peux répondre à vos questions, les préconisations réalisées dans le rapport de juillet 2013 remis par Vincent Feltès à Naja Vallaud-Belkacem, auquel j'ai participé, sur l'égalité entre les femmes et les hommes sur les territoires, ni le contenu de la charte égalité femmes-hommes du Conseil des communes et des régions d'Europe, ou encore les travaux européens dirigés par la sociologue française Sylvette Denefle, dont se sont inspirées nombre de villes européennes et françaises. La ville de Vienne, et je pense que Chris Blash en parlera tout à l'heure, de Vienne en Autriche représente un petit modèle de ce qu'il est possible de faire à tous les niveaux, gouvernance, aménagement, transport, design urbain, éducation, communication. Outre les modèles de participation préconisés par des associations telles que Genre et Ville, mais aussi Maturescence, Garance ou plus récemment les jeunes gens et filles de Women Ability, dont vous avez peut-être entendu parler, eh bien, toutes ces personnes qui organisent la participation des femmes au diagnostic urbain par des marches exploratoires ou des marches sensibles, qui sont aussi parfois mixtes. Pour ma part, je pense que la démarche du gender budgeting, c'est-à-dire calculer la redistribution de l'argent public sur des critères d'égalité femmes-hommes, donne de bons résultats, comme nous l'avons vu à Bordeaux, avec le conseil départemental de la Gironde sur les politiques jeunesse. Donc maintenant, cette question du gender budgeting et de la répartition des crédits est entrée dans les faits, mais également, plus récemment, par la ville de Bordeaux sur le sport féminin. À Bordeaux, une observation quantitative et qualitative par sexe des équipements publics tels que stades, salles de sport et piscines est en train de produire de bons résultats grâce à une adjointe au sport dynamique et motivée par cette question. Sur peut-être une question qui me paraît importante, je pense que le levier du changement le plus important
à mon avis, est de s'attaquer à la violence machiste, sous toutes ses formes, de la drague lourde et l'insulte jusqu'à l'agression sexuelle et au viol. Ceci de la maternelle au plus haut niveau de gouvernance. La France a fait des progrès significatifs dans ce domaine avec la loi de 2012 contre le harcèlement, la loi de 2014 sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, et la loi d'avril 2016 qui abolit le système prostitueur. La violence sexuelle, on le sait lors des guerres où elle est utilisée pour terroriser l'ennemi, est le bras armé de la domination masculine. Il reste le premier obstacle au changement vers une société d'égalité. J'ai pu constater que ce sujet, la violence sexuelle, effraie au premier abord, mais soulage aussi lorsqu'il est traité. Je l'ai vu lorsque nous avons installé une cellule de veille contre le harcèlement sexuel à l'université Bordeaux-Montaigne, et nous avons été suivis de peu après par les autres universités bordelaises qui avaient été émues par des affaires d'agression sexuelle et de sexisme qui avaient fait la une des journaux. Il a fallu une année entière pour convaincre les présidents, mais aussi les conseils et les syndicats, qui avaient peur pour la réputation de leur université. Aujourd'hui, tout le monde s'en félicite. Je suis ravi aussi que nous ayons enfin une femme présidente de notre université. Elles ne sont que 8% dans les universités françaises, qui montre le retard sur les universités européennes, et que justement ces dispositifs soient mis en place dans toutes les universités et qui aboutissent aussi à des mesures aussi des travaux sur les campus, sur la protection des étudiants. Il en va de même pour les entreprises mandataires de transport, telles que Keolis, qui refusaient naguère d'envisager le harcèlement sexuel, disant que c'était une affaire privée, et maintenant deux enquêtes à Tours et à Bordeaux, à la demande des collectivités, mais aussi pour répondre à l'exigence des usagères, plus nombreuses que les hommes dans les transports en commun. Je plaide parfois dans mes interventions sur le fait que la baisse des tensions liées au climat de violence sexuelle dans une ville est favorable aux bonnes ambiances urbaines, comme le montre le classement de leader de la ville de Vienne en Autriche sur la qualité de vie, depuis plusieurs années. On peut aussi insinuer que le contraire, la gestion machiste, est ringarde, démodée, archaïque. Bref, je pense que la lutte contre les violences sexuelles n'est pas un enjeu perdu d'avance, mais au contraire un sujet qui s'impose au cœur des politiques les plus contemporaines. Enfin, vous m'avez posé une question sur le genre. Je voulais dire que ce mot, pour moi, a une première utilité. Il inclut les questions de lesbo, gay, bi et transphobie, et qui vont plus loin que les seules inégalités entre femmes et hommes, qui ne sont pas des catégories homogènes. Le mot genre aussi, en tant que rapport social de sexe, permet une ouverture conceptuelle vers d'autres rapports de domination liés à l'âge. On sait aussi que la question de l'âge est un rapport de domination, la couleur de la peau, le handicap, qui sont vécus également comme des différences incorporées, justifiant une mise à l'écart ou une infériorisation, la même que celle que vivent au quotidien de nombreuses femmes. Mes collègues croisent de façon permanente les études de genre avec les études postcoloniales, les race studies, études de race, les disabilities, les études sur le handicap. Cela les amène parfois à des positions que certains trouvent trop nuancées lorsqu'il s'avère que les discriminations sont croisées et imbriquées les unes dans les autres, dans l'affaire de Cologne par exemple, ou sur la question du voile, et qu'elles méritent des analyses plus complexes qu'une simple position de principe sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Le tout dans les études de genre est de ne pas perdre de vue que le genre est intrinsèquement lié aux épistémologies féministes. Pour beaucoup de chercheuses et chercheurs en sciences sociales qui s'intéressent aux questions de discrimination et de racisme ou à la vulnérabilité, le genre est associé au care comme enjeu éthique et politique. Prendre soin des humains dans la ville, c'est aussi reconnaître le travail invisible des femmes, qu'elles remplissent cette fonction de façon gratuite ou rémunérée. Cela permet d'ailleurs aux hommes d'imaginer une inversion du care, des hommes qui mettent le soin, l'affection, la sollicitude au centre de leur vie ou de leurs engagements politiques. Et ils ont pour cela plus de facilité qu'une inversion des rôles de sexe qui tétanise un grand nombre d'hommes élevés dans la crainte d'être pris pour ce qu'ils ne sont pas. Une politique du care dans la ville rejoint aussi les thèses développées de longue date par l'écoféminisme, qui trouve aujourd'hui un large écho à la faveur des changements climatiques. Les plus radicales des écoféministes, en montrant que l'exploitation des ressources de la planète et des espèces animales est de même nature que l'exploitation des femmes comme esclaves domestiques ou esclaves sexuels, émettent le soupçon que la construction de la ville par les hommes ne peut pas être sincèrement égalitaire, inclusive et même écologique. La participation des femmes à la vie publique est donc une impérieuse nécessité, y compris pour ces enjeux écologiques de demain. Et donc, quel tableau. C'est fort intéressant, vous avez abordé un grand nombre de sujets. C'est vrai que le gender budgeting, on n'est pas très avancé en France, mais c'est un des éléments de la connaissance, vous le voyez, on le voit bien avec vos équipements sportifs. J'avais vu une étude, il n'y a pas fait allusion, sur les professeurs d'éducation sportive et physique, et montrant comment ils ne s'adressaient pas du tout pareil aux garçons et aux filles, et comment ils acceptaient que les filles se retirent des cours d'éducation physique
quatrième, cinquième, sous des prétextes divers et variés, et ne cherchez pas forcément à continuer à les inclure. On acceptait toutes les excuses pour ne pas faire du sport ce jour-là, cette semaine-là, et finalement à peu près toute l'année. Donc on voit bien qu'il y a des évitements. Vous abordez un grand nombre de sujets. Moi, j'en ai retrouvé que j'avais vu dans Femmes et Transport, parce que le transport est un monde géré par des hommes, décidé par des hommes, et où il y a 2 tiers de clientes. Où on avait ressorti les études. Et on voit bien qu'on avait fait aussi des études sur l'espace et la manière dont les femmes avaient peur de la ville ou étaient incluses dans la ville ou regardaient au-delà. On sait bien que ces études se rejoignent. Mais là, vous ne pouvez pas aborder tout. Est-ce que vous, dans vos travaux, vous avez, puis on passera à votre audition, travaillé avec des écoles d'urbanisme ? On s'était aperçu que nous, les urbanistes, n'avaient pas aucune formation à cette appréciation de l'espace tel qu'ils le faisaient, n'envisageaient pas du tout qu'ils pouvaient avoir un urbanisme genré, si je puis dire. Et est-ce que les écoles d'architectes et les écoles d'urbanistes sont aujourd'hui, moi je vous parle de ça dans les années 2000, donc il y a quand même 15 ans maintenant, sont aujourd'hui plus sensibles à ces questions? Est-ce qu'il y a des formations? Est-ce que vous-même, géographe, participez aux écoles d'urbanisme ou aux écoles de paysage ou aux... Oui, alors sur cette question, je ne réponds pas sur la question du sport parce que je pense que vous avez donné les... Sur la question de l'urbanisme, donc là, il y a une montée peut-être en puissance de ces études, mais avec aussi un enseignement qui est très traditionnel. Donc personnellement, je suis invité pour des conférences. Nous sommes quelques géographes aussi à intervenir de façon marginale dans les instituts d'urbanisme. Et c'est souvent poussé par les étudiantes elles-mêmes qui représentent plus de 2 tiers maintenant des étudiantes en urbanisme, en études d'urbanisme. Et qui effectivement voient assez vite se profiler un plafond de verre dans leur carrière, mais elles sont quand même de plus en plus nombreuses dans ces métiers. Et donc ce sont elles-mêmes qui introduisent souvent ce sujet dans leur dossier, dans leurs études. Juste une question pour... On passera, madame. Toujours en lien avec le projet de loi égalité et citoyenneté. Donc, on constate l'invisibilité des femmes dans l'espace public. C'est vrai que leur donner la place, ça passe aussi effectivement par des politiques, mais en même temps, il faudrait aussi qu'elles s'en emparent. C'est-à-dire, ma question, ce serait quel type d'outils vous pourriez voir qu'on pourrait mettre à disposition dans l'organisation de la cité pour que les femmes, justement, se sentent non seulement autorisées à prendre ces outils, mais surtout les mettre en pratique pour occuper l'espace. Je laisserai peut-être Chris Blash répondre plus longuement sur cela. Il y a une autre question, pardon? Oui, c'était simplement là, par exemple, sur des opérations pratiques comme le sport à Bordeaux, le gender budgeting permet de considérer comme discrimination des équipes de sport qui n'auraient pas de terrain ou d'emplacement, ou bien le refus d'une subvention pour telle activité plutôt que pour une autre. Donc cette question de gender budgeting permet effectivement d'encourager la pratique sportive des femmes et notamment des clubs féminins. Voilà. Et je crois que dans toute cette question, c'est l'idée de dire que qu'on croit neutres ne le sont pas. En fait, quand on met en place un city-stade ou un skatepark, on pense que c'est pour les jeunes et on n'imagine pas que ça crée une ségrégation entre filles et garçons. Donc là aussi, l'idée, c'est bien d'analyser les effets de ces équipements, ce qu'on retrouve aussi dans les cours, de façon à favoriser, à encourager la présence des filles dans l'espace public. Voilà. Brièvement. Voilà. M. Rebaud vous fait réagir. Est-ce qu'on écoute Madame Chris Blash et qu'on pose une question globale à la fin, comme ça, peut-être que vous allez dire des choses et vous aurez des réponses et puis vous pourrez en ajouter. Madame Chris Blash. Bonjour. Pardon. Il est un peu réticent, mais c'est bon, ça y est. Merci beaucoup de nous avoir conviés. C'est vrai que Jean Réville a fait un choix qui n'est pas toujours facile à assumer, de se mettre un peu à l'intermédiaire, et on est une sorte de passerelle entre la recherche et le terrain. Donc on est vraiment dans d'études d'action permanente. Et c'est un chemin compliqué parce que ça veut dire qu'il faut faire beaucoup de choses et qu'on aborde beaucoup de sujets avec parfois peu de moyens. Mais on essaie de faire au mieux dans ce contexte. Avant d'entamer, de vous expliquer ce que fait Jean Réville, je voudrais quand même donner deux petites réponses par rapport aux questions qui étaient posées. Sur la question des écoles d'urbanisme et d'architecture, c'est un vrai sujet qui nous préoccupe et qu'on est en train d'essayer de voir comment on peut apporter une réponse à ça, aller voir les écoles d'urbanisme, sachant que ces questions-là sont largement considérées, non pas comme des non-sujets, mais comme des impensés.
C'est-à-dire que nous, qui travaillons avec les urbanistes, en général, ils n'ont pas forcément une volonté de nuire en ne produisant pas d'équipements qui permettent la mixité, mais ils n'imaginent tout simplement pas que ce soit une nécessité. C'est-à-dire que quand on fait la ville, on la fait pour tout le monde, et que par conséquent, à partir de là, tout est égal. Voilà. Et donc, notre travail à nous est de démonter ça, et on s'aperçoit que c'est un travail très lent. Nous travaillons beaucoup avec des équipes d'urbanisme, notamment avec la DVD parisienne. Et on a affaire, y compris chez les femmes, à des équipes d'ingénieurs qui ont été formés dans des cadres extrêmement classiques et pour qui ça n'est pas un sujet et qui ne sont pas pour autant sexistes, mais qui ne l'imaginent pas. Donc le travail, il va être là, et ce travail de sensibilisation et de faire d'un impensé un sujet. Et je pense que c'est à travers les travaux que vous allez pouvoir porter ou soutenir, ça va être une des choses qui sera intéressante. Juste dire que nous avions déposé un appel d'offres dans la collectivité où j'étais en 2000 avec ce thème, de prendre en considération l'espace public au regard de l'égalité femmes-hommes. Ça a laissé perplexe tous les bureaux d'études qui répondaient à cet appel d'offres en se demandant ce qu'on avait bien voulu pouvoir dire à travers cette spécification. Voilà. Donc je vais reprendre un petit peu sur qui nous sommes à Genréville. Donc, on se présente comme un think tank et do tank, hein, donc on est vraiment une plateforme de recherche et d'action, et avec une forme de travail qui a 3 principes, on va dire. Premier principe qui est de travailler de manière très transversale, c'est-à-dire que nous nous adressons pas uniquement aux personnes qui s'occupent d'urbanisme ou qui vont s'occuper de droits des femmes, mais on va s'occuper à l'ensemble des délégations dans la communauté dans laquelle on va travailler, que ce soit une collectivité locale, une ville, un département. La deuxième chose, c'est que notre travail est participatif, c'est-à-dire que nous avons besoin, pour faire avancer nos travaux de façon efficace, d'introduire un ensemble d'actrices et d'acteurs dans notre dynamique et de les faire travailler avec nous, si j'ose dire, dans la durée, c'est-à-dire du moment où on démarre jusqu'à, si possible, le moment où on s'en va, et que ces personnes aussi continuent à faire perdurer nos projets. Et le troisième point, c'est qu'on a une pratique itérative. Et ça, je pense que c'est un point qui est extrêmement important aussi, pour 2 raisons. La première, c'est que, on le sait, on s'adresse ici à quelque chose d'extrêmement lourd, d'extrêmement construit. On peut remonter jusqu'au XVIIIe et XIXe siècle, hein, pour voir comment les choses se sont solidifiées dans un univers qui est extrêmement sexiste et de domination, notamment dans l'espace public. Et donc, il est important pour nous de travailler dans la durée, de revenir sur les sujets, et aussi pour une deuxième raison qui est que eh bien, dès qu'on construit une norme, on en reconstruit une autre. Et donc, on peut très bien lutter contre un stéréotype en reproduisant un autre. C'est ce que Sylvette Benef l'explique très bien en disant, quand on élargit un trottoir ou qu'on crée un bateau pour que les femmes puissent passer avec les poussettes, eh bien, effectivement, on résout une des questions d'inégalité, mais on ne résout pas la question du stéréotype. Voilà, puisqu'on continue à penser femme poussette. Donc c'est exactement ce type de travaux où on se rend compte que même dans des travaux vertueux qu'on va pouvoir mettre en place, on va à nouveau créer du stéréotype, pouvoir l'entériner plutôt que de le déjouer. Donc ce principe itératif est pour nous important parce qu'on imagine qu'on n'est pas meilleur que les autres, c'est-à-dire que même si on y réfléchit un peu plus, très certainement, dans nos travaux, on est capable aussi de reproduire du stéréotype. Et notre travail est systématiquement de remettre l'ouvrage sur le métier, pour utiliser un terme bien féminin, pour venir faire le point de ce qui se passe. Alors, après, en termes d'intervention, quels sont nos niveaux d'intervention au niveau de Genréville ? Nous avons d'abord un volet historique. Parce qu'il nous semble qu'il est extrêmement important pour travailler sur ces questions-là de comprendre comment les choses se sont mises en place et comment elles perdurent encore aujourd'hui. Je prends souvent l'exemple, puisqu'il est très commun et qu'il est utilisé aujourd'hui par le gouvernement, notamment des marches exploratoires, pour montrer qu'il y a des éléments extrêmement vertueux dans les marches exploratoires, et notamment le côté empowerment, un pouvoir d'agir, et on en parlait à l'instant en disant comment est-ce que les femmes peuvent prendre la ville. Et bien, parfois, c'est le faire ensemble, et on voit bien que le ensemble est très important. On le voit aussi dans l'actualité présente contre le harcèlement, où on voit que c'est si seulement les femmes ont pu se mettre ensemble, qu'elles ont osé dire les choses. Donc ce travail d'ensemble est important. Mais en même temps, on s'aperçoit par exemple qu'à travers ces marches exploratoires, une orientation qui est très ciblée vers une approche sécuritaire de la ville, c'est-à-dire comment est-ce qu'on règle les questions sécuritaires, replace les femmes dans un rôle qu'on leur connaît très bien au XIXe siècle, qui est un rôle normatif de contrôle de l'ordre social.
Et ce rôle de contrôle de l'ordre social, nous, on a envie qu'elles en sortent, les femmes, de ce rôle-là. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a une opération qui se mène, on essaie à la fois d'en tirer la substantifique moelle et de travailler avec ce qui est intéressant, mais aussi de dire, attention, il y a des effets pervers à ce qui est pratiqué. Et donc, ne mettons pas les femmes, par exemple, en responsabilité de gérer la sécurité de la ville. Nous pouvons travailler, hommes et femmes, sur ces questions-là. Et elles ne doivent pas se retrouver, encore une fois, dans un rôle de contrôle social, qui est le rôle traditionnel dans lequel on aime aller retrouver. Voilà, donc la partie historique pour nous, c'est ça. C'est analyser ce qui se comprend. Donc, on travaille aussi bien avec des chercheuses qui travaillent sur la littérature du 19e siècle que des personnes qui vont nous alimenter sur ces questions-là. Donc, on a créé un corpus de chercheuses et de chercheurs qui nous accompagnent et qui nous aident sur ces questions pour analyser l'histoire. Ensuite, nous avons un volet, évidemment, recherche contemporaine, qui est d'une part de relever les bonnes pratiques, qui est de travailler sur les territoires et de mener des études. Donc, on parlait des études d'Edith Marvé-Jules. Nous collaborons régulièrement avec Edith Marvé-Jules aussi sur ces questions-là. Nous venons de mener une étude, d'ailleurs, à Aubervilliers sur l'accès des jeunes à l'égalité femmes-hommes, enfin, à l'égalité, à la culture à travers le prisme d'égalité filles-garçons. Et qui n'a pas montré d'autres résultats que les résultats qui avaient été trouvés sur Bordeaux, c'est-à-dire que même dans une ville qui, par ailleurs, est quand même très vertueuse sur les questions d'égalité, Aubervilliers, on a une parité qui est plus vers les 40%. Mais si par contre on regarde les budgets de genre, si on a par exemple 38%, pour être précise, de licenciés filles dans les associations sportives d'Aubervilliers, elles n'ont que 26% des budgets. Donc c'est très intéressant à chaque fois de voir qu'à travers ces études, on avance. Donc nous continuons à mener des études là, sur la demande des villes. Et nous menons aussi des formations sur le budget sensible au genre, des formations sur qu'est-ce que le genre, revenir sur les définitions simples du genre. Et enfin, nous avons mis en place un programme, parce qu'il nous semblait important d'essayer de d'éprouver, comme le disait Yves tout à l'heure, non pas au doigt mouillé, mais en allant sur le terrain et d'éprouver d'une part ce qui s'y joue et de voir comment on peut transmettre les choses. Donc on a mis en place un outil qui s'appelle le programme Passage, donc c'est Programme d'action sensible genre et espace, qui a vocation à se développer au fil du temps, qui a aujourd'hui une histoire qui s'est développée sur 3 premiers territoires, qui sont un quartier de Villiers-le-Bel, dans le Val d'Oise, un quartier de Paris, qui est le quartier Belleville-Fontaine-Roi, dans le 11e arrondissement, et le quartier Nantes-Nord, et qui pourrait prochainement se voir peut-être dans le sud-ouest, puisqu'on travaille depuis longtemps avec Edith sur la zone de Floirac, dans la ville de Frac. Le programme Passage, il est construit de la manière suivante. La première année est une année de sensibilisation, d'absorption de données, de comptage, de relevé. Je parle l'heure d'un impensé, et le moment qui est extrêmement important quand on va aller sur les territoires, c'est d'abord de révéler la question. C'est-à-dire que, et c'est pas facile, parce que tout de suite on nous demande des solutions. Alors comment on fait? Et on dit, la première chose à faire, c'est de comprendre. Donc de savoir poser la bonne question. Qu'est-ce qui se joue sur mon territoire? Qui occupe quoi? À quel endroit? Qui fait quoi? Qui porte quoi? Qui pousse quoi? Et à partir de là, on commence à voir une image qui se tisse, et que non seulement cette image se tisse, nous on la connaît un peu, mais surtout les personnes qui vivent ce territoire commencent à l'absorber aussi et se rendent compte de facto qu'il se passe quelque chose en termes d'inégalité. Donc ça, on l'accompagne avec des formations, aussi bien auprès des élus, des personnels de la ville, que des habitantes et des habitants. Demain soir, je donnerai à Villiers-le-Bel, on a constitué un groupe avec des habitants et des habitants, et je donnerai demain soir une formation sur les budgets sensibles au genre à ces personnes-là, de façon à ce qu'elles soient aussi armées pour participer au groupe de travail avec les personnes de la mairie. Donc il y a ce travail-là, on démarche. Alors nous, évidemment, on s'est effectivement écarté un petit peu des exploratoires, on a essayé de garder les éléments qui nous paraissaient importants et on les a complétés, c'est-à-dire que nous réalisons plutôt ce qu'on appelle des marches sensibles. L'idée étant de sortir du prisme sécuritaire ou de prisme aussi de diagnostic en marchant, parce que parfois on se rend compte que finalement, si les marches sont bien encadrées, ça fonctionne bien, mais si elles ne sont pas bien encadrées, on retombe dans du diagnostic en marchant, et du coup, ce n'est pas forcément très efficace. On se retrouve à plutôt constater qu'il n'y a qu'une marche, que le trottoir est, mais on n'est pas sur la question de genre et de comment on transforme la ville. Donc nous, on a plutôt abordé un autre sujet qui est de penser la ville sensible et de se dire que d'abord, il fallait la redécouvrir, c'est-à-dire vivre son espace. Et ces marches sensibles, fait de 2 manières, c'est-à-dire qu'on demande aux personnes, femmes et hommes d'ailleurs, on peut aussi faire parfois des marches non mixtes, femmes et hommes, de venir avec nous et de
se laisser aller à restaurer leur sens, c'est-à-dire de traverser la ville en écoutant, en regardant. Donc on fait une grosse partie de ces marches sans parler, par exemple, de façon à libérer le reste des sens et ouvrir ses oreilles, ouvrir ses yeux, ouvrir ses narines, retrouver l'usage de ses doigts, de ses pieds, de comprendre ce qui se passe autour de soi, essayer un banc. Et puis, il y a un deuxième volet à nos marches sensibles. On a plusieurs modules, mais le deuxième volet, c'est qu'on demande aux personnes, et là ça nous ramène à la question de genre, de changer d'identité. Alors l'objectif n'est pas de leur faire un atelier drag king ou drag queen, hein, mais la logique est bien d'essayer d'imaginer comment on peut se retrouver dans la peau de quelqu'un d'autre. Et ça permet d'une part de lâcher un petit peu sur tous les idées reçues qu'on peut avoir soi-même, etc. Donc on lâche un certain nombre de choses et en plus, on est obligé de s'interroger. Mais alors si je suis une gamine de 14 ans, qu'est-ce qui se passe quand je traverse cet endroit ? Alors, ce n'est pas toujours évident, et les gens nous disent au début, je ne sais pas si je vais y arriver. Et après coup, quand on fait les débriefs, c'est absolument fabuleux. Il y a des gens qui étaient extrêmement réfractaires et qui nous disent, je ne verrai plus jamais ma ville de la même façon, j'ai découvert des choses, et en plus, j'ai envie de revenir dans d'autres temporalités, avec d'autres personnalités, j'ai envie de tester plein d'autres choses, parce que ça, à chaque fois, ça m'ouvre un univers. Donc l'idée pour nous, encore une fois, n'est pas d'aller poser une réponse très spécifique en disant « Ah, on a observé ça et là, ça va mal », c'est plutôt de disposer, de mettre en disposition, de mettre les personnes dans une disposition à recevoir, à écouter, à comprendre. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut se retrouver, discuter, se dire « Alors, cette ville, on en fait quoi ?» Et ça, c'est le volet 2 de notre programme Passage. C'est-à-dire que quand on a fait ces premières années où on se retrouve, on a des ateliers dans l'espace public, on a des ateliers même pas peur. Vous citiez Maud tout à l'heure, comment reprendre place dans l'espace public. Bon, on encourage des femmes avec souvent l'aval de la mairie, à aller taguer l'espace public en disant « mais je n'ai même pas peur, c'est ma ville, ici j'ai le droit, on prend des craies, on va l'écrire, on prend place, on utilise l'espace ». Une fois qu'on a fait tout ça, on remet tout le monde ensemble et on n'est plus du tout dans la même dynamique. Donc je vais vous citer un petit peu plus l'exemple de Villiers-le-Bel, c'est l'endroit le plus avancé, je trouve que c'est un exemple très édifiant et intéressant. Parce qu'à Villiers-le-Bel, quand on a commencé, on a quasiment commencé en version cachée. Une personne de l'atelier GUP, donc gestion urbaine de proximité, nous a demandé d'intervenir sur des écoles, avec des écoles, sur des questions de territoire et de genre. Donc on a fait un premier travail, et puis ça s'est très bien passé avec les enfants, on a fait des cartes sensibles, on s'est rendu compte que leur environnement pouvait être reproduit de façon très différente, on en a tiré des enseignements, mais on était très frustrés parce qu'on n'avait pas eu beaucoup de temps. Donc on a à ce moment-là mis en place le programme Passage. Et là, pendant la première année, je disais, bon, est-ce que je vais en parler aux élus ? Non, pas tout de suite, on ne parle pas tout de suite aux élus, parce que le genre, en ce moment, c'était en pleine manif pour tous, etc. Donc, c'était pas très évident. Donc, je dis, bon, bah, c'est pas grave, on avance, mais on va quand même faire des petites formations. Si les élus veulent venir, par contre, je trouve qu'elles et ils seraient les bienvenus. Et de fait, on a commencé des formations à Villiers-le-Bel, où on a eu, à la taille de la ville, hein, bien sûr, à chaque fois une vingtaine de personnes, où on avait des gens de toutes les délégations, des élus, des membres de l'équipe administrative de la ville, aussi bien de la partie culture, urbanisme, rénovation urbaine, etc. On a fait plusieurs formations, avec notamment Edith Marvé-Jules, avec le centre Hubertine Auclair, qui a aussi contribué pour nous. Paul Donny était venu nous accompagner aussi sur les questions du budget sensible au genre. Et suite à ça, on a dit, bon, ben, il faut qu'on passe en action maintenant. Et qu'est-ce qui va se passer ? Et donc nous, on a proposé un premier plan où on travaille aujourd'hui sur une cour d'école de la ville de Villiers-le-Bel. Et là, pendant l'été, la cour d'école va être complètement refaite avec un travail qui a été fait totalement participatif avec des membres de la rénovation urbaine, les délégués de classe, donc les enfants de toutes les classes du CP au CM2, et des instits profs donc, qui étaient répartis, qui se sont attachés à cette tâche-là. Et on a travaillé sur un mode participatif à repenser la cour complètement en essayant de la dégenrer au maximum, c'est-à-dire de voir comment est-ce qu'on contournait cet incontournable du terrain de foot au milieu de la cour, de qu'est-ce que c'était jouer dans la cour, etc. Et ça, c'était intéressant. Le deuxième point, c'est qu'on a donc constitué ce groupe d'habitantes et d'habitants avec qui vont nous accompagner dans la rénovation urbaine sur laquelle on va être impliqué sur 2016-2017.
Et on travaille aussi avec les jeunes, qui est un groupe qui est très difficile à capter parce qu'ils n'ont pas très envie d'être surveillés, d'être accompagnés. Et donc là, on les a inclus. Et ça sert aussi, dans le programme Passage, le fait de travailler sur plusieurs territoires. On avait repéré une action qui marchait très bien à Nantes, où les jeunes avaient réalisé des photoreportages sur comment je vis ma ville en tant que fille ou en tant que garçon. Et donc, du coup, j'ai parlé de ça. Parce que je vois... Bien sûr. Vous pouviez... Je termine juste, j'en ai pour très peu de temps, je termine juste sur cette question-là. Donc, on a mis comme ça des choses en place à plusieurs niveaux avec les personnes sur cette municipalité, mais surtout le point qui est très important, c'est que dès le milieu de la première année de programme Passage, je leur ai dit Villiers-le-Bel a toutes les composantes pour devenir un petit Vienne, c'est-à-dire une ville qui intégrerait à tous les niveaux l'égalité femmes-hommes dans sa structure, dans ses actions, dans ses constructions, dans les mobilités. Et donc, en début d'année, l'équipe de rénovation urbaine, accompagnée de l'ensemble de l'équipe de la ville de Villiers-le-Bel, y compris monsieur le maire, qui au début n'était pas tout à fait convaincu et qui aujourd'hui est vent debout, enfin il n'est pas vent debout, il est tout à fait avec nous sur ces questions-là, sont allés porter le projet auprès de l'ANRU dans le cadre du PIA, donc des programmes d'innovation dans le cadre de rénovation urbaine. C'était le seul projet qui était présenté qui intégrait de façon principale l'égalité femmes-hommes. Ce projet a été retenu. Et donc, à partir de l'année prochaine, tout le projet sur le quartier de Villiers-le-Bel, donc derrière les murs, et de Puy-la-Marlière, qui est en pleine rénovation urbaine, va complètement intégrer les questions d'égalité femmes-hommes dans l'aménagement des logements, dans les mobilités, dans la création de l'espace public, dans l'utilisation des communs. Tout ça à travers un travail participatif qui sera accompagné par l'équipe qu'on a mise en place. L'ANRU propose que, si ce travail fonctionne bien, on en fasse un label. Nous sommes en train de travailler autour de ça. Donc, si vous voulez qu'on continue à discuter sur ces questions, nous sommes tout à fait prêts à le faire. Ça fait longtemps qu'on travaille sur ces questions de labellisation pour que ce ne soit pas un enfermement, mais plutôt une sorte de piste d'envol, c'est-à-dire de valorisation d'actions qui se mettent en place. Donc voilà, le projet Villiers-le-Bel, pour moi, c'est une des plus belles réussites. Je pourrais vous donner plein d'autres exemples sur cette ville, mais ou sur l'espace genré. Je finirai quand même par une anecdote qui est intéressante sur la ville. J'avais une discussion avec monsieur le maire qui me disait, bon, vos histoires de genre, là, bon, l'égalité, je veux bien, mais alors l'histoire de genre, ça m'embête un peu. Je dis, bon, écoutez, on va discuter, puis c'est pas grave, on peut oublier le mot, puis on va voir à quoi ça sert. Et puis, donc on discute et il me dit, oui, mais bon, vous comprenez, vos histoires d'équipement aussi, budget genré, nous, ça nous embête. On fait déjà, les budgets, c'est déjà long. Si en plus, il faut introduire la question de genre. Je dis, oui, mais regardez, votre terrain de foot. Il dit, oui, mais justement, le terrain de foot, on a fait un très beau terrain de foot, l'espace Mandela, c'est magnifique. Mais les femmes viennent pique-niquer dessus. Alors après, elles nous détruisent le terrain de foot. Je dis, écoutez, c'est magnifique. Au contraire, c'est une réussite. Les femmes viennent, vous avez fait un très beau terrain, c'est intéressant. Il dit, oui, mais c'est pas fait pour ça. Je dis, oui, mais alors elles vont où? Il dit, bonne question, c'est vrai, elles vont où? Et d'à partir de là, on a déroulé les choses. Et je crois que d'à partir de maintenant, on peut peut-être couper le terrain de foot en deux, mais en tout cas, il y a eu une réflexion qui a été amorcée. Et maintenant, c'est lui qui revient en comité municipal, qui dit, dites donc, les filles, là, j'étais à une réunion hier soir, il n'y avait que des hommes, c'est pas du tout normal, il faut commencer à réagir, qui commence à vouloir mettre en place des choses et qui devient le premier défenseur de nos politiques d'égalité à Villiers-le-Bel. Donc voilà, du temps, un processus itératif et transversal, de la volonté politique. Merci, la solution est simple. Hein, c'est pas difficile. On va faire comme vous dites et ça devrait aller vite. Par contre, mais Maud le dira sans doute, il y a des amendements qui peuvent nous intéresser pour la loi PLEC, en particulier dans l'ANRU. Hein, et puis, la rénovation urbaine peut et puis peut peut-être avancer sur les budgets genrés. Donc, chers collègues, vous aviez demandé la parole. Conchita d'abord, ensuite Christophe, Préma, Maïna Sage et puis Edith. C'est moi. De te voir revenir parmi nous. Conchita. Elle ne peut être que le résultat d'une politique publique volontaire, active, ambitieuse et surtout transversale. Cela commence bien sûr dans l'éducation, à l'école, puis concerne tous les domaines de la vie publique. Travailler à plus de mixité, notamment dans l'espace public, c'est construire l'égalité entre les hommes et les femmes.
Vous avez constaté, et vous constatez bien, la construction d'un espace urbain genré. Quelles sont vos préconisations pour aller vers plus de mixité? Merci à Madame pour m'avoir donné des éléments concernant le passage, puisque c'est vrai que la ville de Florac, j'espère qu'elle pourra appliquer ce dispositif qui me paraît super intéressant. Et j'espère que nous aurons des amendements dans le cadre de l'ANRU, parce que je pense que c'est indispensable de mettre entre guillemets les points sur les i et les barres au t. On peut... Préma ? Merci Madame la Présidente. Merci beaucoup pour vos interventions. J'avais deux questions en fait par rapport à ce que vous disiez, notamment la recherche-action. Ça c'est intéressant, ça veut dire que là on a une recherche qui est immédiatement en prise avec des possibilités à transformer. C'est assez compliqué, j'imagine, surtout dans le milieu académique. Donc la recherche-action se développe. Alors, je pensais au réseau Genre en Action, qui était aussi un petit peu l'idée de fidéliser à la fois des gens, enfin d'avoir des lecteurs, d'avoir des gens qui suivent ces politiques publiques, des acteurs, des chercheurs, des chercheurs qui font la recherche-action. Donc ce réseau fonctionne toujours bien, enfin apparemment, et tant mieux. La question que je me posais, c'était par rapport à la question de la médiation, et peut-être surtout dans le cas bordelais, puisque Jacques Faget avait travaillé énormément sur les possibilités de médiation, savoir comment recourir à un tiers organisateur, enfin ou une tiers organisatrice, pour essayer de débloquer en fait des situations. Alors vous avez parlé du site Stop Harcèlement. Ça, je pense que c'est extrêmement intéressant, hein, de pouvoir aussi analyser les plaintes, comment elles sont formulées, comment parler de ces choses-là dans un espace public déterminé. Donc ça, je pense que... Est-ce que vous verriez d'autres types de pratiques, puisque donc Jacques Faget, lui, il travaille sur tous les types de médiation, hein, médiation communautaire, médiation, enfin, dans tous les registres des politiques publiques. Est-ce que vous pensez qu'une médiation sur la question du genre, au-delà donc de simplement des sites ou des relais ou des possibilités serait efficace en termes de solutions? Est-ce qu'il faut un investissement aussi humain pour arriver de l'extérieur à aussi dépasser ces conflits et puis renforcer aussi tout simplement la protection des droits des femmes? Oui, merci pour rapidement. Non, après. les interventions. C'est vrai que ça nous sensibilise nous-mêmes, femmes, à ces questions qui ne sont pas forcément évidentes de premier abord. J'avais deux questions. La première, c'est les études que vous avez réalisées. Est-ce qu'elles ont été segmentées en fonction de la taille des villes? Et si oui, est-ce qu'il y a une différence de comportement selon une zone plus urbanisée qu'une autre? Parce que je m'attache aussi à ces zones rurales où il y a des cœurs de ville et il faut qu'on entraîne la même dynamique. Je suis moi-même issue d'un territoire d'outre-mer, de Polynésie, donc on peut considérer effectivement des petits espaces, des petites communes, et comment on peut, jusque dans nos territoires, amener à cette réflexion. Ça, c'est ma première question. La deuxième, c'est effectivement, on a beaucoup parlé de l'accessibilité au sport urbain, en zone urbaine. C'est vrai qu'en termes d'équipement, on se demande est-ce qu'effectivement ce sont les équipements qui sont inadaptés ou c'est notre capacité, nous, la société, à faire en sorte que ces équipements servent à tous. Parce que ce soit du skate, du vélo, du inline, ce sont des sports qui peuvent être pratiqués aussi par les filles. Et c'est toute la réflexion sur le fait que dès la naissance, quelque part, on flèche les filles sur des sports, disons, peut-être moins risqués physiquement. Voilà. Comment vous orienterez plutôt les politiques publiques, plutôt que d'ouvrir à des équipements plus mixtes ou à faciliter l'accès aux équipements actuels pour les jeunes filles? La troisième question, puisque j'ai bien apprécié le fait que vous puissiez être à la fois dans la recherche et l'action avec de la transversalité. Moi, je pensais aux partenaires aussi, autres que les services publics de premier abord. Je pense par exemple aux entreprises via leur comité d'entreprise, parce qu'ils sont souvent
des grands utilisateurs de ces espaces pour organiser des choses, notamment pour les grandes entreprises, et qui mènent des politiques aussi d'insertion, de mixité au sein de leurs entreprises. Je voulais savoir si vous les aviez sollicités. Et puis je pense, puisqu'on est à la veille du congrès des maires, est-ce que vous avez sensibilisé l'AMF pour pouvoir introduire ce sujet, que ça puisse avoir une résonance là, le mois prochain, lors du prochain congrès des maires? Merci. Très bonne idée d'avoir des commissions sur le sujet au congrès des maires, au congrès des départements de France et des régions de France. Edith, tu as le droit à une question, parce que de toute façon, ça a été traité, le milieu rural, en même temps que le... Bon. Non, je t'en prie. Je vous remercie. Je reviens effectivement d'une opération d'une prothèse totale du genou, et là aussi, l'aménagement de la ville, où on parle de l'handicap, mais c'est un vrai sujet. Oui, moi je suis élue d'une circonscription rurale, et bon, j'ai beaucoup aimé votre intervention, et j'espère que la commission nous fera passer les liens pour pouvoir avoir tous les éléments. Je suis maire aussi d'une petite ville, et que au sein de l'Assemblée nationale et au sein de la délégation des droits des femmes, on a beaucoup travaillé effectivement sur l'égalité femmes-hommes, tout ce qui concernait les violences, les stéréotypes. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, votre rôle est très important, et qu'on devrait faire changer certains logiciels, parce que dans les communes, alors petites communes ou plus grandes communes, lorsqu'on a des projets, effectivement, on n'aborde pas du tout cette problématique du genre. Et d'ailleurs, moi personnellement, en tant que maire, quand je parle effectivement qu'on met en exergue pour l'été des portraits, qui est pendant 4 mois, et on veut mettre que des femmes en portrait, au lieu que je demande justement, aujourd'hui, je demande qu'il y ait une mixité, qu'il y ait un mélange entre les hommes et les femmes. Ça interpelle les personnes qui font cette manifestation. Donc je crois que le rôle que vous jouez, d'information aussi, de prise de conscience, est très importante. Et comme l'a rappelé ma collègue, je crois que intervenir par rapport aux maires, aux collectivités, parce que lorsqu'il y a un projet, effectivement, on fait intervenir un cabinet d'architectes, il y a beaucoup d'interventions, mais en aucun cas on évoque la spatialisation des hommes et des femmes et des enfants, des handicapés. Voilà. Donc je pense que ça mériterait qu'on puisse... Excuse-moi, je t'ai censuré. Non, clairement. On a jusqu'à 15h moins 5. Donc pour vous donner des... Comment on fait ? Spécifier. Monsieur Rebaud, je n'avais pas ça sur votre CV. Est-ce qu'il y a autour de vous à Bordeaux un laboratoire un peu important sur ville et géographie, ou la géographie dans la ville? Alors non, nous, les géographes sont extrêmement dispersés. Oui. On se retrouve autour de colloques bisannuels sur les questions de genre et géographie, et donc il y a une bonne liaison. Et sur Bordeaux, par contre, il y a un atelier genre qui réunit aussi des gens de sciences politiques, de droit, de littérature. Et c'est pas un labo, c'est un atelier qui émerge et qui qui va essayer de s'installer dans la Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine. Voilà. Et pourquoi c'est pas un labo? Il n'y a pas de reconnaissance par vos pairs? Non, parce qu'en fait, les labos sont disciplinaires, et donc il y a en France que 2 ou 3 labos, il y a un à Paris et un à Lyon, et qu'après, notamment dans les villes de province, les chercheurs sont dispersés, et que les questions de genre sont parfaitement marginales quand il s'agit de géographie, d'histoire, de droit, etc. Donc nous sommes un peu des ovnis dans le monde universitaire. Voilà. Il y a déjà un moment qu'il y en a quelques ovnis. Je voulais juste souligner aussi, parce que c'est sur un sujet d'actualité, que j'apprécie que vous ayez mis en place à votre université une cellule pour tout ce qui est harcèlement. Nous avions mis dans la loi de 2014, et les décrets sont parus, comment dans l'université on pouvait porter plainte pour harcèlement, parce qu'il y a eu un problème spécifique à l'université. Je pense que c'est une suggestion que vous pouvez faire passer à la CPU, et que toutes les universités se dotent de cellules. On voit bien la nécessité. C'était pas une question, c'était juste une remarque. Je pense qu'effectivement, nous avons l'objectif que les études de genre soient inscrites durablement. Et que, justement, il y avait une des questions qui vous a été posée, c'est de savoir si vous avez eu des freins, on va dire, à la poursuite de vos études sur le genre à cause de l'appellation.
justement si ça pouvait apporter quelque chose, que nous puissions justement le mettre d'une manière beaucoup plus précise et faire en sorte que les études de genre soient quelque chose qu'on puisse continuer à tous les niveaux, pas seulement en géographie et en urbanisme, mais à d'autres niveaux aussi tout aussi importants. Alors, j'en profite pour un mot d'humeur. Ça m'a coûté un poste de professeur d'université, puisqu'au moment où j'ai été responsable de la cellule de veille contre le harcèlement sexuel à l'université, eh bien, j'ai candidaté à un poste qui a été annulé pour une erreur administrative par un petit comité. Et c'était le moment où on avait monté un groupe, une signature pour soutenir les élèves de Sciences Po qui s'élevaient contre le sexisme et le harcèlement dans leur université à Bordeaux. Donc vous voyez, pour dire que les résistances sont extrêmement fortes du corps professoral. À l'inverse, eh bien, cette position a beaucoup évolué, puisque maintenant, d'abord, il y a cet atelier genre. Ensuite, il y a l'Université de Bordeaux, un axe de Bordeaux-Montaigne, il y a un axe de recherche qui s'appelle Genre Corps Normes, que la nouvelle présidente élue a mis ça au calendrier aussi, en élargissant. Donc nous sommes sur la création d'un master genre. Donc on voit que les choses n'avancent pas de façon linéaire, que c'est très conflictuel. Ça l'a été énormément il y a 3 ans, au moment avant le vote de la loi, et ça l'est effectivement beaucoup moins maintenant. J'ai l'impression qu'on a passé un cap. Très très rapide à Chris Blash. Donc on a beaucoup parlé de rénovation urbaine en rue. Effectivement, ça fait partie de nos préoccupations, de faire en sorte que les femmes soient représentées. D'une manière générale, dans les réunions que vous aviez, à laquelle vous participiez, est-ce que les femmes étaient représentées en tant qu'association? Nous, on s'aperçoit que les délégués aux droits des femmes, départementales ou régionales, ne sont pas forcément invités aux réunions d'ANRU ou de rénovation urbaine. Comment les femmes étaient représentées dans ces réunions? Là, c'est pour ma culture personnelle. Et est-ce que c'était des associations? Est-ce que c'était des élus locaux? Auquel cas, bon, évidemment, c'est tout à fait insuffisant, je pense. Dites-moi comment ça se passait. Alors, il nous reste quand même une vingtaine de minutes. Vous vous organisez pour répondre à toutes les questions? Entre vous deux, vous partagez le collègue et les réponses à leurs interrogations? Merci. Vous avez l'habitude de faire un duo, alors allez-y, continuez. Pour répondre sur la question de l'ANRU, alors je ne sais pas si j'ai complètement compris la question, mais vous voulez dire quand on est dans des lieux comme quand on a déclenché le PIA, par exemple, il y a des femmes, oui, tout à fait. Il y a des femmes dans ces cercles-là. Et non, qui représentent les associations et qui, mais pas forcément à titre personnel. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai bien répondu à cette question. Du coup, j'en profite puisque j'ai le micro. Alors pour reparler, parce que ça va répondre un peu à ces deux questions-là, sur la question recherche-action, médiation. Médiation, c'est pas toujours évident de mettre les entités. Je sais qu'à Aubervilliers, ils ont cherché à mettre en place un outil pour aller travailler avec les jeunes filles. Ils ont notamment des problèmes de michetonnage dans certains quartiers. Et donc, il y a eu un travail qui est fait et ça n'a pas pris du tout. Parce que quand ça arrive un peu top-down, c'est pas très, très évident. Donc, ce qui semble mieux marcher quand même, ce sont des initiatives qui sont sans doute à développer. Là, je parle du cas d'Aubervilliers. J'ai pas mal développé Villiers-le-Bel tout à l'heure. Sur Aubervilliers, c'est très frais aussi. Nous, on a relevé des cas d'école. Je vous citerai l'OMJA, par exemple, à Aubervilliers, qui est l'office de maison des jeunes d'Aubervilliers, enfin un truc comme ça, office municipal des jeunes d'Aubervilliers, qui, il y a 10 ans, était à 100% masculin, 95% masculin, tant dans son management que dans les garçons qui venaient dans les maisons de quartier. Et à 3-4 ans, il y a eu une vraie volonté politique des dirigeants de l'OMJA pour introduire une féminisation forte, tant au niveau du management qu'au niveau d'un appel d'air pour que les filles viennent dans les espaces. Alors les filles, quand moi je les interviewais, elles disaient, mais quand il y a que des garçons, en gros, même si les activités nous intéressent, on ne va pas rentrer, quoi. Donc il fallait trouver le moyen de les faire venir. Et donc à l'OMJA aujourd'hui, on se retrouve à Aubervilliers avec en management direction, on est à 60-40, 60% de femmes, 40% d'hommes, et à peu près l'inverse sur le terrain. Donc on est à 45-55 sur le terrain, donc plus d'hommes que de femmes, on est quand même dans une logique paritaire. Et on a aujourd'hui une fréquentation de 60% de garçons, 40% filles. Donc qui a augmenté de façon dramatique, j'ai envie de dire, mais dramatique au bon sens du terme, grâce à la politique dynamique qui a été menée dans la représentativité donc, du management, et aussi
en appel d'air en termes d'activité. C'est-à-dire que là, on s'est retrouvé non pas au départ avec forcément des activités, on sortait pas forcément du stéréotype, c'est qu'au départ, pour faire venir les filles, on a dit bon, on va faire des ateliers danse, on va faire des choses qui étaient plus dit féminins, entre guillemets. Et puis une fois qu'elles ont été captées par le système et qu'elles sont venues plus nombreuses, mais les activités mixtes ont commencé. Donc on se retrouve aujourd'hui avec plus de 40% d'activités mixtes. C'est-à-dire là où on a filles-garçons sur les mêmes activités, et après on a quand même des activités que filles et des activités que garçons. Mais disons que ce qui est très intéressant, encore une fois, on est sur ce modèle. Donc la médiation, là, elle intervient quand même par des réflexions qui se font par le terrain, de façon, j'ai envie de dire, par capillarité. Il y a le Conseil local des jeunes qui fonctionne très très bien aussi. Et moi, j'ai adoré les réunions qu'on a fait avec le Conseil local des jeunes, où on avait à chaque fois autant de filles que de garçons, où il s'avère que les filles prennent presque plus la parole que les garçons, pour le coup, ce qui nous change un peu des milieux politiques classiques. On avait en plus une multiplicité d'identités dans les personnes qui étaient présentes, dans les jeunes qui étaient présents. Et là aussi, ces questions-là sont soulevées. Donc là, on a pu amener la question du genre à travers ces clubs de rencontres, en quelque sorte, et qui nous ont permis d'avancer. Donc, à Villiers-le-Bas, on s'est posé aussi la question. On a essayé d'avancer à travers le PIGE pour amener de la médiation et travailler sur le genre. Et ça n'a pas très bien fonctionné, ce qui nous a ramené à revenir à ce dont je parlais tout à l'heure rapidement, de monter plutôt des activités pour les inclure et ensuite sensibiliser, encore une fois, par capillarité. Parfois, on passe par le frontal. Là, très souvent, on rentre dans le tissu, il faut rentrer dans le tissu. Et après, une fois que ça s'est fait, on a gagné beaucoup de points, en fait. Voilà. Je vais peut-être passer la parole à Yves. Juste, si je parlais de... Alors, elle est partie, mais vous êtes toujours là sur la partie rurale. La question rurale est importante, mais parce qu'en plus, le rural, aujourd'hui, ne veut plus dire grand-chose. On est souvent des urbains dans le rural. Donc, on a des pratiques qui sont quand même urbaines, c'est-à-dire qu'on part travailler ailleurs, on a des voitures, on va faire ses courses au centre commercial, on a une perte du tissu local qui ne permet pas toujours d'organiser les choses. Et on a un vrai souci pour les femmes au niveau rural, c'est-à-dire que comme on est obligé de prendre sa voiture, du coup, elles deviennent quand même elles deviennent surtout la variable la variable d'ajustement quand il n'y a qu'une voiture par ménage et qu'il faut aller travailler à l'extérieur. Elles n'ont pas de solution de crèche, de solution pour les enfants. Donc il y a un ensemble de choses comme ça qui font que structurellement c'est extrêmement compliqué. Donc c'est un vrai sujet qui nous préoccupe. Et comme on va commencer à descendre sur le sud-ouest, on envisage de faire tout un travail sur le monde rural, sur l'agglomération de Bergerac, qui est une agglomération qui est en zone en rue, elle aussi, et sur toutes les communautés rurales autour de Bergerac. Et là, je pense qu'on aura peut-être l'année prochaine plus de choses à vous dire sur ce sujet. Je repasse la main parce que sinon je vais parler toute la journée. Non, mais... Alors, sur les préconisations, il y a cette idée d'apprendre aux petites filles à aller sur les espaces. Hein, donc, c'est aussi quelque chose qui est prioritaire. On sait que ce travail est fait également pour les femmes immigrées aussi. Des associations les amènent à faire des randonnées en ville, à prendre dans le bus, à découvrir la ville. Donc, cette pédagogie de l'espace avec les filles est très importante. Hein, et leur dire qu'elles ont le droit à cet espace est important. Mais moi, peut-être avez-vous remarqué dans mes travaux que je parle beaucoup des hommes et des garçons. Hein, c'est aussi ma position qui l'impose. Je crois aussi que s'il faut qu'il y ait un empowerment des filles et qu'elles prennent le pouvoir, il faut aussi qu'il y ait un disempowerment des garçons. C'est-à-dire que d'une certaine manière, ils acceptent de céder la place. Donc c'est le cas, par exemple, pour des équipements d'accès libre. Il y a une fosse à hockey sur les quais de Bordeaux, une équipe de roller derby très dynamique et qui veut jouer dans cette fosse. Il y a toujours 2 ou 3 garçons qui refusent de céder la place. Donc ça crée des conflits. Donc on voit bien qu'il ne peut pas y avoir d'empowerment s'il n'y a pas aussi quelque part une autre manière d'élever les garçons, de leur apprendre à céder le centre. Hein, et ça, je crois que c'est une priorité. On ne peut pas demander aux filles d'avoir non plus des comportements critiquables d'hommes pour prendre le pouvoir que les hommes ne veulent pas leur laisser, je pense. Voilà. Ça rejoint aussi la question de la médiation que posait monsieur qui est parti, mais c'est pas grave, je vais y répondre quand même. C'est le fait que maintenant le défenseur de droit a étoffé son équipe et qu'il y a quelqu'un qui est tout à fait compétent dans la question de genre, hein, qui est une ancienne collègue de l'université. Et donc il commence à y avoir un certain nombre de remontées de plaintes pour discrimination dans le sport d'équipes de femmes qui n'obtiennent pas de terrain. Hein, et donc là, on est dans un des entretiens qu'on avait mené sur Bordeaux, un dirigeant sportif nous disait « Mais Monsieur Reboux, comment voulez-vous qu'on trouve des terrains pour les filles ? On n'a déjà pas assez de terrain pour nos jeunes. »
Voilà, donc c'était aussi voilà, les facilités de penser. Mais il est certain que si, si c'est considéré comme une discrimination dans le sport, eh bien, et si on le fait remonter comme une discrimination, eh bien, à ce moment-là, on ne pourra pas dire que simplement que ce sont les équipes féminines ou les jeunes femmes qui s'écartent de l'espace public. On dira qu'elles sont exclues de l'espace public. Et il est important que ce soit dans ce sens-là, que ce soit vu aussi, de mon point de vue. Sur la taille des villes et la ruralité, il se trouve que j'ai travaillé 20 ans dans le milieu rural en Gironde, hein, et que, en fait, principalement, l'accès des filles aux loisirs s'est fait par la création d'écoles de musique, de danse, de théâtre, d'art plastique, dans un pays où il y avait une monoculture foot. Et ça, je crois que c'est extrêmement important d'imaginer que finalement, ces écoles de musique, danse, théâtre et art plastique qui existent toujours au sein d'une fédération, eh bien, ont accueilli autant de garçons que de filles finalement, mais elles ont été l'activité des filles pendant un certain nombre d'années. Et qu'en fait, cette activité et ces activités socioculturelles, sportives ou socioculturelles, eh bien, sont des écoles de citoyenneté, puisque ce sont ces jeunes femmes qu'on retrouve aujourd'hui dans les conseils municipaux, dans les associations de parents d'élèves, parce qu'elles ont effectivement eu cette entrée par les pratiques socioculturelles. Je fais aussi le lien avec ce que disait votre collègue sur les comités d'entreprise, pour faire un petit lien avec les vacances. On sait qu'il y a eu un désastre avec la disparition d'un très grand nombre de colonies de vacances, qui étaient des lieux de mixité, de laïcité, qui étaient très, très liés au mélange, et qui, par l'effet d'une technocratie très abrupte, bien, ont fermé pour cause de non-accès au handicap, de non-réglementation des normes, et ont été remplacés par un secteur marchand. Donc les entreprises ont pu suivre, et les comités d'entreprise qui proposent des activités extrêmement stéréotypées, colonie astronomie, colonie poney, colonie surf, voilà. Et puis également, et parallèlement, eh bien, dans les quartiers populaires, ça a été remplacé par des dispositifs de type ville-vie-vacances, qui consistaient à emmener les enfants des quartiers en vacances sur des courts séjours, et qui ont profité à 90% à des garçons. Donc on peut dire que la politique de la ville, dans ce cas-là, a été la fin des vacances pour les villes, et pendant qu'on enterrait les colonies de vacances. Donc le ministère de la Jeunesse et des Sports actuellement est en train de se repréoccuper de cette question, mais il est un peu tard quand on voit que tout a disparu, et beaucoup de communes, notamment rurales, ont abandonné leurs anciennes colos. Alors j'avais une dernière chose que j'avais notée sur la médiation, j'en ai parlé. Oui, donc voilà, je crois que j'ai répondu à quelques-unes de ces questions. Voilà. Oui, je voudrais revenir un petit peu à l'urbanisme, parce qu'on l'a un petit peu perdu de vue, et ça fait quand même partie de notre sujet d'aujourd'hui. Je crois qu'il y a un véritable travail à refaire. On a un énorme travail dans la façon dont l'univers s'est construit récemment dans l'espace urbain, avec d'une part, j'ai envie de dire, un univers très construit, où on a extrêmement aménagé l'espace. Et cet espace aménagé est très normatif de ce fait, et on l'a vu, puisqu'on a vu que dès lors qu'on crée un espace sportif, qu'on crée un skatepark, qu'on crée un city-stade, on va créer un usage masculin. Et ça va être, effectivement, il y a un travail à faire sur les garçons, mais on sait que c'est très long, parce que c'est pas pour autant qu'on va leur dire lâche tes privilèges, qu'ils vont les lâcher comme ça, on est bien placé pour le savoir. Donc ça va demander aussi qu'on change les structures de nos espaces. Alors, la première chose, c'est qu'on est dans une phase donc, de construction extrêmement nourrie de ces espaces-là. Et notre travail à nous, avec les municipalités, c'est quand je citais le cas du maire de Villiers-le-Bel avec le stade, c'est de dire trouvons des polyvalences. Il y a un autre exemple sur le stade de Villiers-le-Bel, c'est qu'il est aussi utilisé par la communauté pakistanaise qui vient jouer au volley. Les poteaux de volley du vrai stade de volley ne correspondent pas à la bonne largeur. Et on leur a dit, mais trouvez des modularités. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est de trouver la polyvalence, la modularité dans la façon dont on construit les espaces publics. Donc ça, c'est par la partie construite. Ça veut dire revoir complètement la façon dont on gère les espaces, les bancs. Quand on fait nos marches en cible, les gens se rendent compte, ils disent... Là, il y avait un endroit, c'était très intéressant d'y être, sauf qu'on ne pouvait pas s'asseoir. Par contre, là où était placé le banc, je n'ai pas du tout envie d'y être. Donc il y a tout un travail à réviser, à revoir sur les espaces publics. Et puis se souvenir aussi que l'espace public, aujourd'hui, il est extrêmement restreint, puisqu'on est dans une phase d'énorme résidentialisation, qui est amenée par tout un travail autour de la propriété et de la sécurité. Donc on est dans un espace sursécurisé, qui est en fait sur-insécurisant, parce que quand vous traversez un espace qui est entouré de grillages, de caméras, et qui est complètement fermé, en fait c'est extrêmement anxiogène.
alors qu'on se trouvait avant dans des espaces qui étaient beaucoup plus ouverts, où la perméabilité était plus importante, où il peut y avoir usage d'espace public. Donc on est vraiment, nous on se bat contre ça, et c'est pas facile parce que les municipalités nous disent, mais oui, mais les gens nous demandent la résidentialisation. Sauf que cette résidentialisation, elle va contre les femmes, par exemple. Et parce que ces enfermements ne sont pas des solutions. Ça pousse juste les gens à rentrer chez eux. Et femmes, les premières, évidemment, vont-elles à rentrer chez elles. Et le peu d'espace qui reste, eh bien, il reste occupé par la forme dominante. Donc il y a un véritable travail à mener, que nous menons en termes aussi de réflexion sur qu'est-ce qui crée la ville de demain, qu'est-ce qui crée une ville plus sensible, plus accessible, plus durable aussi, dans tous les sens du terme. Voilà, je voulais rajouter ce point-là qui me... J'arrête la parole justement. Désolée. Merci beaucoup. Je voulais juste vous demander, vous parlez de Aubervilliers. Nous avons reçu, enfin moi j'ai reçu en tant que présidente les femmes d'Aubervilliers qui sont venues me voir plusieurs fois, qui se battent pour l'espace public, et en particulier les cafés dans l'espace public. Je crois qu'elles font des apéritifs d'ailleurs d'espace public. On peut constater les unes des autres que l'espace public, passé 6 heures du soir, n'est plus avec des femmes. Vous n'avez pas du tout parlé du temps, la temporalité, puisque moi j'ai travaillé sur les agences des temps, et c'est vrai que la ville, avec des temporalités différentes et des aménagements qui réfléchissent, parce que je vous entendais à ça, je repensais à l'idée qu'on avait lorsqu'on travaille sur l'agence des temps, c'est de faire des équipements réversibles. Alors, ce qui est très compliqué, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas dédiés qu'à un seul usage, mais qu'ils puissent évoluer à plusieurs usages ou dans le temps. C'est-à-dire que c'est pas la même chose l'hiver et l'été, c'est pas la même chose le soir, matin. Et donc, on a cette problématique parce que les femmes ont un temps très contraint. Elles ont la double journée. Alors là, on est dans les stéréotypes, mais malheureusement, c'est encore ça la réalité. C'est pas seulement du stéréotype, puisque c'est elles qui assurent. Et je me souviens que dans le transport, c'est elles qui sont demandeuses de véhicules, puisqu'elles font des itinéraires avec plusieurs points de rentrée. Donc on a aussi cette manière-là de voir la ville, avec le genre et le temps. Et on avait fait tout un travail sur femmes et ville, et qui est de ce point de vue. Oui, tu veux rajouter? Encore une question, nous avions fait des enquêtes, vous étiez venu, Chris, en Essonne, nous avons fait cette étude-là, on avait fait un micro-trottoir pour savoir comment les femmes voyaient leur ville. Et c'est vrai que c'était un peu désespérant de se dire que la seule chose qui ressortait vraiment, c'était la sécurité. Et ça, c'est vrai qu'on est en train de se dire que, vous parliez d'impensé tout à l'heure de l'urbanisme, et ça, c'est tout à fait l'exemple, c'est de dire voilà, on se préoccupe uniquement de sécurité quand on est femme et on ne s'autorise pas à voir la ville autrement que de cette manière-là. Moi, j'aimerais bien savoir comment on pourrait faire pour qu'il y ait une prise de conscience un peu différente de la ville au-delà de la sécurité et des trottoirs. Il nous reste très peu de temps pour aborder un sujet très vaste, mais c'est vraiment au cœur de notre travail. La question de la sécurité, c'est vraiment au cœur de notre travail. On pense que là, on est vraiment sur les mêmes logiques qui vont aller enfermer les femmes. En gros, on nous dit, vous êtes faible, vous êtes en situation compliquée, on va s'occuper de vous. C'est le seul moment où on dit qu'on va s'occuper des femmes, parce qu'on dit on va faire de la sécurité pour les femmes. Alors qu'en fait, c'est pas vrai du tout. On fait de la sécurité pour faire rentrer les gens chez eux, mais pas du tout pour les femmes. Mais par contre, on utilise les femmes. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire très attention à ça, parce qu'à chaque fois, nous sommes utilisés comme outils pour aller justifier des politiques sécuritaires, y compris sur les caméras et sur tout ce qu'on peut trouver. Comment est-ce qu'on sort de ça? Je pense que le point très très important pour sortir de ces questions-là, c'est de déminer, c'est-à-dire de ressortir et de visibiliser les chiffres, qu'une femme ne sera pas forcément plus agressée qu'un homme dans l'espace public, qu'elle a droit, tout comme un homme à l'espace public, même si je sais ce que Yves va dire, c'est que, non, peut-être pas, mais que, en tout cas, c'est vrai qu'en termes de harcèlement, les femmes vont être plus harcelées que les hommes, ça, on en est clairement, mais là, on est sur encore un autre phénomène. Mais la question de la sécurité, c'est un outil, et ça, partout où on passe, il y a un véritable travail de sensibilisation, de formation à refaire à tous les niveaux, au niveau des écoles, à l'ensemble, avec l'ensemble des actrices et acteurs. Parce que c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on avait lutté pour faire enlever cet article sur le site du ministère de l'Intérieur, hein, sur la sécurité, conseil fait aux femmes, que vous connaissez sans doute. Il y a un texte qui a disparu depuis pas si longtemps, hein, octobre 2014, qui disait « Conseil fait aux femmes ».
C'était si vous êtes une femme seule, n'indiquez pas votre statut de femme seule sur votre boîte aux lettres. Mettez un judas, rajoutez une chaînette à votre porte, n'ouvrez pas à n'importe qui. Quand vous sortez, marchez d'un pas vif, serrez bien votre sac sous votre bras, marchez dans le sens inverse du trafic des voitures. Enfin, il y avait un ensemble de choses. C'était en gros, restez chez vous, enfermez-vous. Alors que quand on se connaît les chiffres sur les violences sexuelles faites aux femmes, on sait que ça se passe essentiellement dans l'espace privé. C'était assez terrible. Donc il y a tout un travail à faire, à démonter sur ces questions de sécurité. Et or, aujourd'hui, même les femmes les plus féministes qu'on peut connaître autour de nous, quand on leur dit « ta fille ce soir ou ton fils vont sortir », dire bah, « mon fils, ouais, je m'inquiète moins finalement que quand c'est ma fille qui sort ». Voilà. Donc ça, c'est automatique, c'est un automatisme. Il n'y a aucune raison que cet automatisme... Donc il y a un énorme travail à faire sur ces questions. Aucune raison, je vais vous dire que quand vous êtes élu, vous vous occupez de transport, le mal qu'on a à aller faire les femmes dans les parkings privés, dans les parkings fermés et souterrains, mais alors là, le sentiment est quand même maximum. Hein, parce qu'il y a le sentiment, le ressenti, mais il y a aussi un peu... moi, je veux bien qu'il n'y a pas toujours que du sentiment. Hein. Non, c'est vrai, il y a... Alors, attends. Oui, parce que c'est un point sur lequel on se chipote avec Chris, mais c'est peut-être nos positions d'hommes et de femmes. C'est-à-dire qu'aussi la difficulté du même pas peur, eh bien, c'est que d'une certaine manière, ça culpabilise les femmes qui ont peur aussi. C'est-à-dire qu'il faut aussi se rendre compte que dire que les femmes ne sont pas agressées dans l'espace public, ce n'est pas vrai si on prend en compte la drague lourde, le fait d'être suivi dans la rue, les attouchements, etc. Donc il y a une dangerosité des femmes dans l'espace public, même si moi, il m'est arrivé d'être harcelé enfant dans le tram, ça m'est arrivé une fois, le métro, j'ai un très mauvais souvenir, alors que c'est des expériences qui sont quasi quotidiennes. Donc je crois que là aussi, il faut faire attention dans ces discours à ne pas minimiser les violences faites aux femmes. Et je pense qu'en fait, ces violences sont systémiques et donc il faut les prendre en charge. Alors évidemment, il y a des mauvais arguments de la sécurité, comme on sait que le féminisme est aussi récupéré pour toutes sortes de combats qui ne sont pas les siens. Et donc il ne faut pas effectivement, la protection des femmes ne doit pas être prise pour un autre sentiment, mais le fait de lutter contre les violences sexuelles et de genre dans l'espace public me paraît une priorité. Voilà. Merci. Surtout que, d'après l'enquête que nous avions, 100% des franciliennes disent avoir été harcelées un jour. C'est le Haut Conseil de la Sécurité qui a ce chiffre. Mais c'est vrai que 100%. Ça correspond aux enquêtes qu'on a menées avec les étudiantes sur Bordeaux. Donc. De la qualité des travaux du Haut Conseil. je laisse... Pour prolonger ce que vous venez de dire, je pense que justement, les conseils sont donnés à des femmes à titre personnel, elles doivent mettre ça en pratique. En fait, c'est la société tout entière qui doit protéger les femmes, mais ce n'est pas les femmes qui doivent s'auto-protéger. Quand on dit aux femmes de faire du jujitsu ou de l'aïkido ou du karaté pour se défendre, je trouve que ce n'est vraiment pas une réponse qu'on peut apporter. C'est bien à la société, à la ville de s'organiser pour protéger les femmes. Image-là, excusez-moi. Sur cette image-là, justement, c'est intéressant parce que l'autodéfense, telle qu'elle est pratiquée ou défendue par des associations féministes, consiste à redonner confiance aux femmes dans la ville. Et c'est pas dans un but d'agressivité, ou c'est simplement de dire justement, effectivement, je prends confiance, je peux y aller, et j'ai quelques gestes essentiels pour ne pas être sidéré en cas de rencontre d'un agresseur. Et je crois que c'est entre les deux que se situe probablement la bonne fille. Voilà. Bien, merci à vous pour ces éclairages, c'était fort intéressant. On voit que le débat est ouvert et loin d'être clos. Si on voulait faire une visite, vous nous conseillez d'aller à Vienne, en Autriche, c'est ça que j'ai compris. Si on voulait voir une ville genrée. Alors, avant, est-ce qu'à Villiers-le-Bel, il y a des choses visibles qui méritent un déplacement? Parce que vous avez fait tout un travail, j'ai entendu. Hein, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des réalisations suffisantes pour être vues? Pas encore. Il y aura la première réalisation va se faire cet été, c'est la cour d'école qui va être refaite. Et on mènera des ateliers à la rentrée d'appropriation de ces espaces. Donc... Et ailleurs en France, vous avez connaissance de villes qui auraient travaillé sur ce sujet-là et auraient des réalisations? Bien, vous savez que Rennes avait travaillé sur le bureau des temps, qu'il y a eu des choses de fait. Il y a aussi, j'ai été faire une conférence à Rennes récemment et il y avait une salle comble de gens qui partageaient des expériences qui avaient été faites depuis des années. Mais est-ce que ça a été capitalisé au sein d'une politique publique? Alors, si, il y a une territoriale qui réunit toutes les agences des temps, hein, puisque c'est comme ça qu'on avait commencé, nous, avec Saint-Denis et Belfort, hein, et donc après Rennes, Paris et Lyon. Mais du point de vue mémoire, on peut demander à Geneviève, pas Geneviève,
elle s'appelle Élue, ceux qui l'ont fait. À ma connaissance, il n'y avait pas énormément de réalisations. Il y a un quartier, mais l'école fonctionne dans le temps. C'était des mesures sur le temps, de manière différente, sur des accueils temporaires différents, etc. Il y avait des choses visibles. Et pour vous, Vienne est symptomatique, la ville de Vienne? Oui, oui, absolument. La ville de Vienne est très intéressante à ce titre-là. Et une autre ville qui ne s'est pas construite sur le genre et qui est toujours citée en exemple, qui en devient presque un ghetto, mais qui est la ville de Fribourg en Allemagne, et qui est un bel exemple d'une ville construite sur du commun et qui permet à tout. Alors, oui, mais qui fait qu'on a les enfants dans la rue, qu'on a les enfants qui... Donc tout ça, c'est bien, on reparle bien. Pour conclure, j'ai envie de dire qu'on a beaucoup parlé, tout à l'heure j'ai parlé de stérilisation de l'espace public, et que notre travail à nous, pour permettre que les femmes se sentent à l'aise dans l'espace public, c'est de travailler sur la fertilisation. C'est pour ça que je cite l'exemple de... Par un mot féminin. Merci à vous.